Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors je vous propose une toute petite vidéo machinisme. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur notre outil de semis, outil que nous avons mis au point avec le constructeur il y a plus de 14 ans maintenant. Donc on en est très satisfait, on l'a déjà renouvelé une fois et là à l'occasion du nouveau renouvellement, puisque je vais chercher le nouveau lundi, nouveau dans le sens où il y a des éléments intéressants qui ont évolué sur cette machine et qui vont nous permettre plus de sécurité dans l'usage, plus de possibilités parfois même de semi-direct, ce qui n'était pas le cas avec cet équipement-là. Donc j'aimerais aussi faire un point avec vous des choses que nous faisons sur un outil neuf pour qu'il fonctionne parfaitement pour le semis et qui ne sont pas toujours faits par les concessionnaires, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils ne le font pas tout simplement. Et puis aussi les améliorations, on va dire ça, que nous avons fait sur cet outil au fur et à mesure du temps pour encore améliorer son usage. Et donc, écoutez, si ça vous intéresse, ça va pas être très long. On est parti. Alors, la première des choses que nous modifions, c'est notamment le système de tuyaux qui vont jusqu'aux têtes de répartition. Donc ici, cet outil est équipé de 2 têtes. Une tête de répartition dans les dents et une deuxième à l'arrière sur la herse que nous pouvons modifier. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais pour faciliter les choses et par expérience du passé, on met des tuyaux le plus rectiligne possible, pas de tuyaux souples entre les deux. L'outil n'est pas articulé, on ne voit pas l'intérêt. Ça évite tous les problèmes d'usure, de vieillissement, etc. Et surtout, vous doutez bien, le flux de grains, le flux d'air va directement à la tête. Et ça, c'est intéressant pour les débits, pour éviter toute problématique. On a tellement eu de soucis au départ pour mettre tout ça au point que maintenant, par expérience, on se facilite les choses, même si avec les trémies qui ont évolué, tout ça, tout va beaucoup mieux. Voilà, c'est la première chose qu'on fait avec un système ici de raccord de plomberie où il y a un petit joint à l'intérieur. Donc on enlève ça complètement. Et au bout, on met un bouchon. Donc on trouve ça, des tuyaux plus grands que ceci avec un bouchon qui se visse. Et ça nous permet d'avoir le tuyau propre quand on ne s'en sert pas, d'accord? Quand on s'en sert comme travail du sol. Donc ça, c'est la première des modifications. Deuxième modification que l'on fait sur l'outil, c'est au niveau de l'éclairage de signalisation. Donc en général, cette plaque-là, elle est située évidemment à la partie la plus extérieure de l'outil. Donc en gros, elle se situe à peu près au-dessus de la herse. Et quand on recule pour faire les coins de champ, on a ici des bois, des haies, etc. On a souvent un peu tendance à pouvoir abîmer l'éclairage, etc. Donc ce qui n'est pas pour nous souhaitable. Alors on ne fait pas une grosse modif, on inverse juste la barre qui est ici, elle est normalement comme ça, et puis on retourne la plaque sur le système de support. Ce qui nous permet que ce soit bien décalé, et là du coup c'est totalement protégé, on peut reculer au maximum sans avoir de crainte. Donc c'est une modif toute simple, mais pour nous, elle nous semble utile. Alors troisième modification, c'est une modification pour améliorer l'éclairage sur l'outil. Autant on a des tracteurs très performants à ce niveau-là, on voit comme en plein jour, mais évidemment avec la longueur de l'ensemble, derrière l'ensemble, c'est toujours un petit peu juste. Donc de rajouter un éclairage suite à des expériences qu'on a eues avec des automnes très compliqués où on finissait par semer presque plus la nuit que les jours où il faisait beau, ça nous a servi d'expérience et on a dit voilà, plus jamais. Donc là en fait on fait un montage avec un support, donc comme vous pouvez le voir sur les images, qui nous permet justement d'avoir vraiment sur toute la largeur et tout autour de l'outil à l'arrière, de voir parfaitement. Donc c'est branché en cabine sur la prise 3 plots, donc c'est rien de bien sorcier, c'est une ligne complète avec boîte de dérivation, etc. Un truc propre et qui permet un bon éclairage. Et aujourd'hui, comme on a aussi les LED, ça permet des faibles consommations de courant et c'est plutôt facile à faire. Voilà, donc ça c'était la troisième modification. Quatrième modification, et c'est vraiment une des plus importantes, c'est plutôt un réglage qu'une modification, c'est le point zéro de l'outil. C'est-à-dire sur l'outil neuf là, que je vais recevoir, il n'a forcément pas été fait. Le point zéro, c'est quoi? C'est la coordination entre les roues avant qui sert de jauge, sur lequel on pose l'outil, mais pas complètement, c'est pour les extrémités surtout que ces roues-là sont utiles, et le rouleau arrière. On fait le choix, nous, de ne pas utiliser un système hydraulique, puisque ça existe, qu'il y ait une relation entre la roue avant et le rouleau arrière réglé en cabine. Autant on pense que c'est bien, nous, pour le travail du sol, quelqu'un qui s'en servirait que comme travail du sol, autant
pour le semis, on a besoin vraiment d'ajuster et d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite ou de choses qui peuvent faire une fausse manœuvre et on se retrouve à avoir semé toute une parcelle en ayant touché au distributeur. On a donc un système manuel avec ici des numéros et classique, on met un axe pour empêcher le rouleau de remonter plus haut, ce qui nous règle la profondeur. Et ça correspond à l'avant. Quand vous touchez d'un trou ici, il vous faut bouger de 2 tours la manivelle qui est là-bas. D'accord? Ça, c'est inéluctable. Mais ce qu'il faut faire, c'est le point zéro. Comment on fait ça? On se met sur une dalle en béton ou sur quelque chose d'assez plan. On enlève les axes ici. On relève les roues au maximum et on pose l'outil sur ces socs. D'accord? Ensuite, on baisse les roues avant jusqu'à ce que ça touche le sol. Et puis, on met la cheville à l'endroit où on peut la mettre en fin de compte. Et là, moi, je fais un trait au marqueur. Je fais la même chose sur la roue à l'avant. Et ça correspond à mon point zéro. Pour être franc, la première année, quand vous démarrez, ça correspond presque à la profondeur d'un semis de blé. Parce qu'une fois qu'on est dans les champs, évidemment, tout ça, ça s'enfonce un peu. Et donc, on n'est plus avec le soc qui est terre à terre. Il est bien en terre. Et ça vous sert de repère. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous allez bouger l'arrière, vous saurez que vous êtes toujours d'aplomb en modifiant l'avant. Et ça, c'est très très important. Quand le point zéro n'est pas fait, plus la hauteur d'attelage dont je vous ai déjà parlé, où il faut être en contrôle de position dans le tracteur, c'est très très important si on veut une profondeur de semis régulière entre les dents à l'avant, les dents à l'arrière, le milieu et les extrémités bien entendu. Donc c'est pas un outil que l'on pose de tout son poids parce qu'il a des roues de jauge. Ça ne marche pas du tout comme ça, mais ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui explique ce type d'outil. Donc ça, c'est la quatrième, on va dire que ce n'est pas une modification, mais le quatrième réglage très très important qu'il faut absolument faire. Et encore plus si vous changez de soc, hein, c'est très très important. Mais ça, les socs, on va en parler juste derrière, mais il faudra faire un point zéro avec les nouveaux socs que vous choisirez de mettre. Alors certains concessionnaires, ou même le constructeur, disent qu'il n'y a pas besoin de faire le point zéro, qu'on a mis en route des dizaines d'outils bleus comme ça, sans le faire, etc. Alors j'aimerais juste que ces concessionnaires et que le constructeur m'expliquent comment ils vont régler la concordance entre l'avant et l'arrière, en sachant que tout est mobile. Hein, on peut changer les trous, on a un troisième point, ça peut être positionné où on veut. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Les chiffres ne correspondent pas à ceux de derrière. Bref, évidemment, avec les années, c'est quelque chose qui devrait être fait d'origine. La concordance avant-arrière, un seul trou, point la ligne. Parce que de toute façon, ce trou-là, celui du bas, là, c'est si on travaille comme avec un chisel, ce que n'est pas capable de faire l'outil. Donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Mais malgré tout, c'est comme ça. Donc moi, je pense, avec l'expérience, et je vous rappelle qu'au départ, cet outil-là, il n'existait pas forcément. Hein, il était en système de semis. Si on veut faire un semis de qualité, qu'il n'y ait pas de différence entre l'avant et l'arrière, entre les rangées de dents de devant de celles de derrière, entre le milieu et les extérieurs, il faut faire la concordance entre ce réglage-là et les broches qu'il y a à l'arrière. Dommage que ce ne soit pas fait d'origine. C'est juste pour pallier à toutes les remarques que je risque d'avoir. Alors après, on peut tout faire, hein, si c'est juste pour gratter de la terre. Mais si on veut semer, à mon humble avis, en tout cas, nous, on fait comme ça. Et ça se passe bien. Voilà, donc après, vous faites comme vous voulez. Alors on va parler du cinquième élément, et pas des moindres, car il est très très important. Le choix des socs que vous allez mettre au bout de vos dents, soit pour semer et travailler le sol, soit uniquement pour semer, et dans ce cas-là, vous aurez un autre soc pour le travail du sol. Nous, on va juste vous parler, moi je vais vous parler que de mon expérience. À l'époque, un semoir comme ça existait chez le constructeur avec une trémie dessus. Nous, on ne voulait pas de cette trémie qui, en fonction de son poids, son remplissage, allait changer la profondeur de semis. Il fallait forcément un outil particulier pour la remplir, cette trémie. Bref, ça ne nous convenait pas. Donc on voulait le choix de pouvoir avoir une trémie devant, posée. C'est très très important que cette trémie soit posée, j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé. Que le tracteur se retrouve ainsi libre, uniquement de son propre poids, pour ensuite avoir l'outil semi-porté qui lui aussi pose de son propre poids. Ce qui fait qu'on peut passer dans des conditions, des difficultés, des types de terre, vraiment beaucoup plus facilement qu'on le ferait d'une autre manière. C'est un des choix importants. Alors au début, il existait donc un soc comme ça, qui était un soc à 3 trous,
que nous, évidemment, après, on a fait renforcer au carbure, etc. Mais ce soc à 3 trous était réversible, mais permettait aussi, dans les traces de roue du tracteur, de pouvoir mettre le soc au trou le plus bas. C'est-à-dire qu'on utilisait les 2 trous du haut, là, et ça descendait le soc de manière différente sur 2 dents, l'équivalent de la largeur des pneus, sur l'outil dans les traces de roue du tracteur. On s'est aperçu avec le temps que ça n'avait pas un grand intérêt, tout comme des systèmes existent en option pour derrière vos roues de tracteur que ça fasse un gros travail. Honnêtement, par expérience, si vous avez un tracteur adapté, que vous avez une trémie posée, que vous n'avez pas la trémie à l'arrière du tracteur, ce qui peut être votre cas, en réalité, ça sert strictement à rien. On n'a pas de différence de profondeur si on a des pneus adaptés, évidemment, qu'on est dans les bonnes conditions. Donc, ça mettrait plutôt le bas air. C'est comme les décrotoirs en général, que ce soit sur un Tassamant ou sur ces outils-là, tout ce qui est décrotoir, par expérience, même sur d'autres semoirs qu'on a eu dans le passé, c'est souvent un nid à embrouille quand vraiment ça ne va pas, et c'est qu'il faut s'en aller. Ce n'est pas les conditions pour semer. Donc, de ce soc-là, le constructeur est passé à un soc différent, qui ressemble à un mini soc de Vector, un petit peu. Il est en delta. Celui-ci est déjà un peu usé, il a des pointes au carbure. Et il a apporté, en fait, une vraie évolution. Il était plus épais que ça, plus lourd. Donc, la dent qui vibre, ça faisait quelque chose de trop lourd au bout. Ils l'ont affiné, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il est bien plaqué sur la dent. Et il fait vraiment parfaitement son rôle. Pour moi, c'est un soc idéal pour semer. Il élargit bien dans le sens où il nettoie bien le sillon. Je vous rappelle que c'est la hauteur du diffuseur qui va faire votre profondeur. Donc ce soc-là est adapté au diffuseur et de la façon dont il est monté. Ça, c'est important, puisqu'en fait, quand le soc avance, la terre se referme derrière la dent. Et en fait, la hauteur du diffuseur va faire que vous allez lâcher la graine au bon endroit. Soit trop tard parce que le sillon est déjà refermé, soit trop tôt et ça va être trop profond. On est bien d'accord? Puisque la dent travaille bien plus profond qu'on ne sème. Donc si jamais vous changez de soc, il faut penser à modifier le diffuseur. Donc il y a Julien Sénez, qui est un agriculteur, fabricant, je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas d'action avec lui, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment très très bien. Pour des gens qui ont des sols très argileux, on a des partenaires comme ça, supérieurs à 40% d'argile, et qui se disent, moi avec un soc large comme ça, peut-être que je vais ressortir trop de mottes, etc. En même temps, pour le travail du sol, s'ils mettent ce soc-là, ça n'ira pas. Ça veut dire qu'il faut le démonter à chaque fois. Certains ne le font plus, du coup, on perd la polyvalence de ce pourquoi on a acheté cet outil-là, qui sert et de semis et de travail du sol. Faut y penser à ça. Enfin, pour moi, l'investissement, il a bien été qu'on puisse faire les deux. Donc, on fait un compromis et on est vraiment satisfait et de la durée de vie de ce soc et de son travail qui n'est pas si large que ça, parce qu'en fait, on ne travaille pas très creux forcément quand on sème, et on s'aperçoit que si on veut empêcher la paille d'être dans le sillon, il y a quand même un minimum à faire. Voilà. Et on a en même temps un désherbage, évidemment, si c'est le cas, plus efficace sur les quelques graminées qui peuvent être relevées que si on a un soc étroit. En sachant qu'on fera toujours relever des mauvaises herbes, même avec ce soc étroit, aussi parfait soit-il, c'est un constat. Par contre, cela peut permettre, avec notre futur outil, que je vous montrerai, avec la nouvelle dent plus puissante, de là, dans ce cas-là, pouvoir faire du semis direct avec la pointe que propose M. Sénez. Donc ça, je pense que c'est une belle évolution. Il permet, par cette proposition-là, de faire évoluer cet outil qui a justement modifié ses dents pour aller un peu plus vers un travail direct dans certains cas. Et ça, c'est plutôt ce qui lui manquait. On verra tout à l'heure. Donc voilà, donc concernant les socs, c'est important et pensez à cette histoire de diffuseur, car j'ai vu des agriculteurs, pour des raisons économiques, de faire des diffuseurs en tube et penser que c'est la même chose. Non, non, là, il ne faut pas que ça frotte, ça s'use si jamais ça dépasse de trop. Alors c'est plus simple de faire un tube que de faire quelque chose d'évolué comme ça, mais en tout cas, la hauteur va être très très importante et je vois des agriculteurs qui ont changé ces pointes-là et qui se plaignent de la profondeur de semis qu'ils ont. Ça, c'est lié à ça. Donc voilà, donc l'aspect soc est très très important. Et puis c'est par le point zéro que vous ferez. Si vous modifiez votre soc, il faut changer le point zéro, qu'on a fait tout à l'heure, il faudra le modifier. Car c'est très très important d'avoir justement cette sécurité dans le positionnement de votre outil. Et pour contrôler la profondeur, je vous renvoie aux vidéos de terrain qu'on a fait. C'est souvent à la dent de derrière, l'aplomb de l'outil est capital. C'est pour ça que de poser la trémie est importante, car quand vous avez une trémie devant remplie ou pleine qui n'est pas posée, vous allez modifier l'assise, l'assiette de votre tracteur, et forcément, avec le bras de levier de l'outil, vous allez modifier la profondeur.
Et certains partenaires, les premières années, ont un peu, ça va vite de faire 30 hectares en ayant fait la bêtise. Donc il faut vraiment être pointu là-dessus. C'est très très important hein, pour avoir justement une profondeur de qualité. Alors, sixième possibilité qui peut être intéressante. Aujourd'hui, avec les trémies que nous avons, on peut tout regrouper, engrais et semences, dans la même tête. Hein, donc dans la tête principale, celle qui va dans les dents. Mais on a aussi une tête arrière qui nous ouvre d'autres possibilités, soit de rajouter un autre élément, soit de faire des profondeurs de semis différentes entre des grosses graines dans les dents et des plus petites graines ici. Maintenant, d'origine, quand on prend les deux têtes, on a les descentes qui sont situées sur la herse. On peut les avoir soit avec cet outil de liaison-là, soit les tuyaux sont rentrés dans ce tuyau-là. Et donc, si on monte une potence avec ce diffuseur-là, ici, là, au milieu des rouleaux, eh bien, en déplaçant le tuyau, on peut s'offrir une troisième profondeur de semis possible. On avait tout essayé, nous, à l'époque. On avait fait un système d'orientation comme ça, où ça crachait dans le rouleau, etc. Mais là, finalement, c'est assez simple. Pof, on prend les tuyaux, hein, une pince. Là, ici, on serre ça. On sort le tuyau et on met le même système qui se branche là-dessus pour avoir le support tout prêt fait. Hein. On ne peut pas le démonter et le mettre là. Hein, donc, il faut le préparer au départ. Mais ça se fait plutôt bien. Il doit y avoir 19 descentes, je crois. Je ne sais plus. Peut-être un petit peu plus. Il y en a 36 sur l'avant et ici, il faudrait que je compte, mais je crois que c'est une vingtaine. Il y en a un petit peu moins. Hein. Pareil, pas de diffuseur particulier, pas d'éclateur, tout ça, c'est un peu du vent. Hein. Vous voyez, avec le Vector, quand on semait du blé, avec l'autre outil bleu de fissuration, on crachait le blé là sur le rouleau en fait. Ça s'éclatait dans le rouleau et c'était parfait, pas un grain dessus. Et les herses faisaient qu'on avait l'impression que c'était rayonné. La même chose avec les colzas. Les colzas, on les a plusieurs fois semés là-dedans, quand il n'y a pas des trop forts volumes de paille ou avec le fissurateur. Et avec les herses, en fait, qui font un travail, si elles sont bien réglées, eh bien on a un alignement du colza comme si on avait semé avec des rayons. Hein, donc d'ailleurs, des années comme cette année, je pense que j'aurais fait largement aussi bien en faisant comme ça. Mais bon, on le sait toujours après. Voilà. Donc voilà les grandes lignes sur ces aspects-là, justement, de tête de répartition. Donc je ne reviens pas sur les choses qui ont évolué, hein, sur les angles des tuyaux. Une trentaine de degrés, c'est important. Quand le grain arrive en haut de la tête, il doit descendre par gravité. C'est pas l'air qui le pousse. Hein. Ça, c'est sûr. Une fois qu'il est dans la tête, c'est la gravité qui fait qu'il descend. L'air l'accompagne, mais c'est bien quand vous bricolez vous-même vos installations. Voilà, c'est pas comme de l'irrigation. Hein. Il y a des choses à respecter, des abacs, et ça aussi, j'en ai déjà parlé. On ne fait pas n'importe quoi. Alors, ce qu'on a amélioré avec le temps, c'est justement des supports pour que les tuyaux restent bien avec le bon angle jusqu'au bout, puisqu'au début, on avait des tuyaux qui s'usaient, qui se coinçaient. Le premier qu'on a conçu, il n'y avait pas les ressorts que vous voyez à l'image. C'est tout ça qui a permis de fiabiliser les choses. On a remonté la tête, qui étant située sous la trémie, il l'avait mis, nous, au départ, quand on l'a demandé comme ça, assez basse, ça ne pouvait pas marcher, en fait. On était, voilà, ça ne marchait pas. Évidemment, dans ce cas-là, il faut se débrouiller puisque on n'a pas les mêmes couleurs ensemble, il n'y a personne qui est responsable de rien. Et c'est comme ça qu'on a appris comment faire en fait. Hein. Leurs tuyaux aussi, par expérience, si vous avez la chance de trouver des tuyaux de qualité, beaucoup de partenaires ont voulu économiser en n'achetant pas les têtes d'origine et en faisant eux-mêmes. Des tuyaux de qualité comme ça qui durent 15 ans, 20 ans, puisque notre premier, c'est toujours un partenaire qui l'a, les tuyaux sont toujours intacts. Certains, au bout de 3 ans, ils sont cuits déjà. Donc renseignez-vous bien, à demander à Victor de Semzi bien, peut-être que lui aussi il a des bonnes sources d'approvisionnement, mais ça c'est capital parce qu'il n'y a rien de pire que d'être arrêté. Alors nous on a acheté des systèmes chez le constructeur rouge là, KV, que vous devez connaître, qui sont un peu des manchons comme ça, et quand on a un tuyau qui se coupe, on met un manchon et on remet un bout de tuyau derrière, donc ça nous dépanne en fait, on a toujours un rouleau de tuyau si ça arrivait. En tout cas au début ça arrivait pas mal puisqu'on avait des choses qui se coinçaient, qui se coupaient dans les dents, enfin bon. On a appris en faisant. Donc voilà, faites attention si vous faites vous-même vos installations. Ça paraît simple, on se dit c'est très cher, mais en fait quand on voit le temps qu'il y a, la qualité des tuyaux, c'est encore pire pour les gros tuyaux de tracteur, ça aussi. Il y en a de plusieurs épaisseurs, plusieurs qualités. Si vous voulez pas que votre tuyau il fasse 2 ans et qu'il soit mort, voilà, il faut vraiment choisir et ça coûte cher. Ça coûte vite cher, c'est peut-être 100 € du mètre ou voilà, ça coûte assez cher. Voilà, donc l'histoire des tuyaux là, c'est une sécurité. On évite tout ce qui est souple car c'est ça qui vieillit le plus vite. Alors, autre élément important, c'est la bride anti-rebond.
Ça, si vous désirez semer avec un outil comme ça, il faut qu'il soit équipé de ça, puisque ça évite en fait, lors d'un escamotage de la dent vers l'arrière, que quand elle revienne, elle n'aille pas beaucoup trop creux, qui ferait que votre semis aurait des profondeurs trop profondes, ce qui n'irait pas pour la qualité de la future installation de votre plante. Donc cette bride-là, elle est intéressante. Donc là, on voit déjà qu'en 4 ans, l'acier n'étant pas d'une grande qualité par rapport à la dent, bon, on est déjà à moitié d'usure en 4 campagnes. Donc ça, c'est un peu un maillon faible qui a été corrigé sur les nouveaux systèmes de dents. Alors, pour faire simple, je vous avais parlé dans une vidéo précédente où j'étais allé chercher notre remplaçant de notre fissurateur pour les mêmes raisons que celui-ci. Valeur de reprise, pas beaucoup d'argent à remettre et donc, après 4-5 ans d'utilisation, un coût d'usage tellement faible qu'il fallait tenter de le faire. Surtout qu'il y a quelques améliorations qui étaient intéressantes sur l'outil de fissuration et qui le sont aussi sur cet outil-là, et notamment les dents. Il existe en gros 3 dents, on va même dire 4 dents sur cet outil. La première, c'est une dent assez légère qui, je pense, n'est jamais montée, puisqu'elle est vraiment trop légère. Ce serait une dent un peu comme une dent de Canadien, d'accord? Donc, moins grande section, voilà, moins faite pour un travail plus grossier. Forcément, un travail juste de préparation de labour, peut-être, dans certains pays, sans cailloux, sans trop d'argile. En clair, pas pour chez nous. Ensuite, il y a la dent Hercule. Donc, c'est cette dent-là, simple spire, comme ça, donc qui est une dent, je l'ai déjà montré, qui peut vibrer pendant plusieurs minutes, ce qui représente tout son intérêt. Elle est à la fois souple et vibrante, ce qui lui permet de faire une belle qualité de préparation par l'affinage qu'elle peut créer par sa vibration. Le défaut, c'est qu'elle n'est pas assez puissante pour travailler directement, ou très rarement en tout cas, et peut-être plus avec des socs fins, comme ceux de M. Sénès, qui doivent pouvoir permettre moins d'emprise sur la dent et de pouvoir un peu plus facilement le faire. Vu qu'elle est plus faible de section, on a besoin justement de cette bride anti-rebond. Ça, c'est la dent Hercule. On a quelques cases dedans, je vous en avais parlé. Les partenaires ont eu parfois des réponses du constructeur depuis, ça c'est plutôt positif, mais pas toujours, puisqu'il semblerait qu'il y ait plusieurs fabricants en sous-traitance de cette dent, et selon lequel des fabricants c'est, on peut avoir des agriculteurs embêtés avec des cases de dents multiples, et d'autres où ça se passe plutôt bien. Là, il y a une nouvelle dent qui s'appelle la dent éléphant, celle que nous avons prise sur notre prochain outil bleu, qui est une dent, vous allez le voir, je vais vous la montrer directement, il y a une deuxième spire à l'intérieur qui ne nécessite plus d'avoir la bride anti-rebond, puisque cette deuxième spire sert aussi d'arrêt à la dent lorsqu'elle a son retour. Ça, c'est la dent éléphant. Et il existe la même forme de dent, mais encore plus longue, qui est la dent du flatline, donc qui est un outil à 5 rangées, plus long, que la marque bleue vend plutôt comme un outil de déchômage directement, etc. Il se trouve justement, elle est plus longue, elle a pourtant la même section, etc. Et il se trouve qu'il y a des gens qui cassent pas mal de ces dents-là. Donc ça, c'est encore pas complètement résolu par le constructeur. Donc nous, on espère qu'avec notre dent éléphant, ça va bien se passer. Elle est un petit peu plus longue que celle-ci aussi en termes de hauteur. Et elle devrait être puissante, plus puissante dans nos cailloux et nous permettre d'envisager parfois un semis sans travail préalable, si jamais ça le nécessitait, et peut-être pourquoi pas en l'équipant avec des socs fins, de pouvoir faire quelque chose en direct, notamment pour les colzas ou selon les conditions. Voilà, donc c'est ça surtout qui nous a fait changer l'outil, et le fait qu'on n'ait pas trop d'argent à remettre, puisqu'on remet au total 15 000 €. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, mais après 4 années d'utilisation, si on raisonne en coût d'utilisation, il y a un gain à obtenir. On voit que la lébrine anti-rebond, elle n'est pas tardée à être usée. Voilà, l'évolution du prix de l'outil qui a encore évolué puisque ça fait 1 an qu'on l'a commandé. Donc voilà, on a pris le risque. Alors c'est vrai que maintenant, avec le recul de l'année, on se dit bon, on aurait peut-être pu éviter puisqu'on va l'autofinancer, on ne va pas emprunter pour ça, en tout cas on va essayer. Donc voilà, c'est comme ça, c'est des choix qu'on a fait en se disant que c'était peut-être la dernière fois puisque ces outils-là vieillissent plutôt bien. L'ancien, je l'avais gardé une dizaine d'années, donc qui est toujours en action d'ailleurs chez un partenaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les 4 sortes de dents. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer le nouvel outil. Les petites différences, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout la dent qui peut être intéressant. Et on conclura cette vidéo. Alors ça y est, j'ai récupéré l'outil neuf de semis, tout bleu, un beau bleu tout neuf. Donc on a fait les modifications concernant les tuyaux d'arrivée. Je vous ai expliqué tout ça, les éclairages, etc. Tout comme le précédent. Il est graissé, j'ai tout regardé les détails s'il n'y avait pas des oublis de serrage, etc. Et puis il me faut maintenant trouver une dalle en béton parfaitement rectiligne pour faire mon point zéro. Il me restera ça à faire. Pour le reste, tout est terminé. Alors pourquoi le changement?
au-delà des raisons économiques dont je vous ai parlé, eh bien c'est ce changement avec la possibilité d'avoir le troisième modèle de dent du constructeur, la dent éléphant. C'est-à-dire que c'est la même dent que nous avions, un petit peu plus longue, qui conserve sa vibration très importante pour nous, pour l'affinage du travail, la finition du travail et ne pas nécessiter plusieurs passages préalables pour avoir un bon travail de semis, un bon lit de semence. Donc c'est vrai qu'une dent qui vibre affine davantage qu'une dent rigide ou une dent puissante comme une dent queue de cochon. Le choix du constructeur a été de ne pas changer ce principe de base qui a fait son succès, mais en rajoutant une deuxième spire à l'intérieur de la dent, ce qui lui permet d'être retenu vers l'arrière lorsque la dent commence à s'escamoter par cette deuxième lame de ressort qui vient donc doubler la puissance. C'est pas exactement ça mathématiquement, mais en tout cas, ça a une incidence d'augmenter sa résistance et sa puissance à la pointe. Le deuxième effet intéressant de cette histoire-là, c'est que dans l'autre sens, lorsque la dent revient après cette escamotée, c'est qu'il n'y a plus une bride anti-rebond qui était rigide et qui stoppait net la dent, avec le bruit, les conséquences sur le châssis, mais aussi les conséquences sur les dents. On pouvait casser des dents à la longue par cet effet brutal d'arrêt de la dent. Et bien là, elle revient et elle se heurte sur cette bride-là, ici, là. Et elle revient avec la douceur d'une dent sur un ressort, sur une lame de ressort en revenant. Donc c'est beaucoup plus doux. Ça a un effet positif sur l'ensemble du travail de la machine. Alors, j'ai observé un petit truc qui m'inquiète peut-être un peu, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul point de fixation, ou on va dire il n'y a toujours qu'un seul point de fixation, même si avec la bride anti-rebond, on avait sur les anciennes dents 3 points de fixation. On avait fait nous des platines, si vous vous rappelez, où on avait mis 4 points de fixation. Eh bien on voit que sur les 3 premières rangées, il n'y a qu'un point de fixation avec ce boulon, qui j'espère ne sera pas le maillon faible de l'histoire. Une dent plus puissante, toujours tenue par le même boulon qu'avant. Alors que sur les rangées arrière, et vous le voyez sur les images, on est tenu par 4 points, donc par 4 points de fixation qui va donc renforcer la croche de la dent sur le châssis. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le maillon faible, sinon pour le reste, c'est pareil. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue lorsqu'elle va être montée. L'idée c'était de répondre à beaucoup de vos questions, mais aussi à tous ceux qui s'interrogent à investir dans ce type d'outil. Alors je ne parle pas de la couleur, mais ce type d'outil polyvalent qui peut aussi faire du travail du sol et du semis. Je vous l'ai toujours dit, pour moi un investissement, vu les enjeux, ça doit être le plus polyvalent possible. Et pour ça, il faut faire des compromis. Et cet outil-là est un bon outil de compromis pour nous, car ce n'est pas un outil qu'on a nécessairement besoin de changer. On en est tellement satisfait qu'on le renouvelle. Donc ça, c'est plutôt rare en agriculture. On a plutôt tendance des fois à changer carrément. Pourquoi? Parce que quand on l'a conçu, c'était ce qui nous semblait simple et logique au départ. Et on voit que plus de 15 ans après, on conserve toujours cette même qualité de semis, cette même qualité de travail du sol aussi. Donc c'est notre deuxième et seul outil de travail du sol. Donc ça, c'est important. Avec le troisième qui est arrivé il y a 2 ans, l'outil à disque, qui nous ouvre aussi des fenêtres, toujours dans l'idée de la polyvalence, en cas de résidus importants, en cas de plantes vivaces compliquées. Certains me parlent de renouer, de choses comme ça, évidemment. Avec des outils à dents, c'est plus compliqué. Là, un petit passage de ce troisième outil et on s'ouvre des portes. Et les outils doivent être des ouvertures de portes. Voilà, alors écoutez, pensez à liker cette vidéo si elle vous intéresse. N'hésitez pas à faire des commentaires si je peux vous répondre. Je pense qu'on a donné pas mal d'éléments. Il y a aussi en lien des vidéos plus techniques sur le démarrage de cet outil, sa conception, etc. Mais aussi plusieurs vidéos de terrain, et il n'en manque pas, je pense, durant ces presque 3 années maintenant, vous vous rendez compte, des vidéos de terrain où on montre comment on l'utilise, le réglage, les profondeurs de semis, etc., qui peuvent vous être utiles dans vos choix pour le futur. Alors écoutez, si vous n'êtes pas abonné, pensez-y les amis, c'est une bonne reconnaissance de tout ce travail. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.